François Pinault. Cet homme a transformé un petit atelier de bois en un empire du luxe mondial. Il a humilié Bernard Arnault, il a fait exploser Gucci, transformé Balenciaga en un phénomène culturel, racheté Yves Saint Laurent et même offert le Stade Rennais sa première coupe face au PSG. Une discrétion légendaire et un empire construit à la dure. Et tout a commencé ici, dans un village sans eau courante. Voici l'histoire de l'homme le plus discret et le plus redouté du luxe mondial. Avant d'attaquer cette vidéo, on a remarqué que beaucoup d'entre vous regardaient les vidéos de la chaîne sans être abonnés. Alors si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. François Pinault est né à l'été 1936 dans le hameau du Changérat, en Bretagne, au cœur des Côtes d'Armor. Il grandit à Trévérien, un petit village rural d'à peine 500 habitants, encore privé d'eau courante et d'électricité à l'époque. L'environnement est rude, mais François, enfant discret et introspectif, s'y épanouit. Il en garde d'ailleurs un attachement profond, retournant souvent sur les lieux de son enfance, où il ira jusqu'à rénover l'église et l'école du village. Tout change à ses 11 ans lorsqu'il est envoyé au collège Saint-Martin de Rennes. Là-bas, son accent breton, sa maîtrise imparfaite du français et ses vêtements de la campagne bretonne en font une cible idéale pour les élèves de la petite bourgeoisie locale. Pendant 5 longues années, il subit humiliation et moquerie, devenant le souffre-douleur de ses camarades. Il confiera plus tard que cette période a nourri sa volonté de réussir à tout prix. Cette blessure reste vive. Adulte, il demande encore à ses chauffeurs d'éviter la rue de son ancien collège et n'a jamais répondu aux anciens camarades qui l'ont recontacté une fois sa fortune faite. À 16 ans, sans diplôme et sans réel intérêt pour les études, il quitte l'école pour rejoindre la scierie familiale. Mais la relation avec son père est tendue. François veut développer l'entreprise, tandis que son père, prudent, préfère rester sur ses acquis. Un jour, une énième dispute pousse le jeune homme à rompre. Il quitte tout pour s'engager dans l'armée et part en Algérie. Là, il découvre la guerre, la mort et la discipline militaire. Il y restera 30 mois. Profondément marqué, il rentre changé. Toujours réservé, mais désormais bien plus dur, impatient et déterminé. Ce tempérament nouveau l'accompagnera dans toute sa carrière. En 1959, c'est par l'intermédiaire de sa première épouse, Louisette Gauthier, qu'il intègre la scierie Gauthier Frères. Il y fait rapidement ses preuves grâce à son sens pratique, sa capacité de négociation et sa débrouillardise. En quelques mois, il passe du statut d'artisan à celui de petit patron. Il touche alors un salaire de 831 francs, soit l'équivalent d'environ 1600 € actuels. Mais très vite, il sent que cette structure ne lui suffit plus. Il rêve d'indépendance et de grandeur. Le moment est venu de se lancer seul. En 1962, à seulement 25 ans, François Pinault fonde sa propre entreprise, les établissements Pinault spécialisés dans le négoce de bois. Il emprunte 100 000 francs à sa famille au Crédit Lyonnais, qui deviendra son partenaire bancaire fidèle. Très vite, le succès est au rendez-vous. Sa méthode est simple et efficace. Acheter de gros lots de bois à bas prix, puis les revendre à l'unité avec une belle marge. Chaque matin, il écume les scieries locales, puis revend l'après-midi aux artisans du coin. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa vision internationale. Il n'hésite pas à affréter un petit avion pour aller négocier directement en Europe du Nord, où l'offre est abondante. Il charme ses interlocuteurs, supprime les intermédiaires, réduit ses coûts et triple son chiffre d'affaires en 3 ans. 10 ans après sa création, son entreprise domine toute la Bretagne. Il importe des volumes colossaux de bois qu'il redistribue dans toute la région. Les investisseurs commencent à s'intéresser à lui. Parmi eux, un groupe anglais, Venesta, propose de racheter l'entreprise. Pinault leur réclame une somme faramineuse, 25 millions de francs, bien au-dessus de sa valeur réelle et un poste de directeur. Et contre toute attente, ils acceptent. François vend donc son entreprise, mais en sort avec 2 avantages considérables. Un gros pactole et un poste de direction. Il ne possède plus sa société, mais il a maintenant les moyens d'aller plus loin. Avec la vente de son entreprise à Venesta, François Pinault se retrouve à la tête d'une confortable somme d'argent. Plutôt que de se contenter de son poste de directeur, il cherche immédiatement à faire fructifier sa nouvelle fortune. Sur les conseils d'un ami, il décide de placer 600 000 francs sur le marché du sucre. Un pari audacieux mais très calculé. L'année suivante, les cours du sucre flambent à cause d'une demande mondiale en forte hausse et d'une production qui ne suit pas. Les marchés paniquent, les prix s'envolent. Et Pinault multiplie sa mise par plus de 150. Il encaisse 100 millions de francs. Ce coup de maître n'est pas un hasard, il symbolise son style. Repérer les opportunités avant les autres, prendre des risques et foncer. Lui-même dira plus tard que le fait de ne pas avoir de diplôme l'a libéré de l'hésitation. Il préfère agir vite sans se perdre dans les calculs. Il cite souvent une phrase du poète René Char, penser en stratège, agir en primitif. Et justement, après ce jackpot, François a les moyens de régler ses comptes. L'entreprise anglaise, Venesta, qui lui avait racheté sa société, est désormais au bord de la faillite. Il saisit l'occasion, rachète l'entreprise pour 10 millions de francs, bien en dessous de sa valeur. En un an à peine, il aura donc encaissé plus de 15 millions de bénéfices nets, tout en récupérant l'entreprise qu'il avait lui-même créée. La légende raconte que pour finaliser la vente, Pinault n'a pas hésité à enfermer les négociateurs anglais dans ses locaux, allant même jusqu'à couper les lignes téléphoniques pour les empêcher de consulter Londres. Le ton est donné, c'est un négociateur dur, prêt à tout pour gagner. Nous sommes maintenant en 1974, une nouvelle crise s'annonce, le premier choc pétrolier. Tandis que la plupart des industriels paniquent ou misent sur la continuité, Pinault, lui, sent le vent tourner. Il anticipe,
stoppe ses importations de bois, préfère s'appuyer sur ses stocks et observe. Rapidement, le prix du transport explose, l'inflation arrive, les coûts grimpent. Les concurrents, ravis d'avoir récupéré des parts de marché, ne voient pas le piège. Le prix du bois s'effondre, les marges disparaissent, eux achètent cher, revendent à perte, Pinault lui a acheté à bas prix et maintient des prix compétitifs. Résultat, les concurrents tombent les uns après les autres. Et pendant que le secteur s'écroule, François Pinault fait son marché au tribunal de commerce. En 4 ans, il rachète une 60aine d'entreprises. Menuiserie, scierie, toiture, négoce. Il devient alors le numéro 1 français du bois, mais surtout il fait un coup stratégique majeur. En contrôlant toute la chaîne de valeur, de l'exploitation forestière à la distribution, il crée un modèle intégré, plus efficace, plus rentable. Il met aussi en place une logique de synergie entre ces entités qui deviendra l'un des principes clés de son futur groupe. En 1985, une nouvelle opportunité se présente. Isoroi, un géant des panneaux de bois, est en faillite. L'entreprise a perdu 560 millions de francs en 3 ans. Personne n'en veut, sauf François. Il l'achète pour 1 franc symbolique, double ainsi la taille de son groupe et investit 1 milliard de francs pour la redresser. Il supprime un tiers des postes, mais bénéficie aussi du soutien de l'État qui injecte 250 millions en subventions pour éviter un plan social massif. 5 ans plus tard, Isoroi affiche 91 millions de francs de bénéfices annuels. Il revend l'entreprise avec une plus-value de 560 millions. Une réussite totale. En 1986, il applique la même stratégie avec la Chapelle d'Arblay, un leader de la papeterie alors en péril. Le président François Mitterrand, inquiet pour l'emploi, cherche un repreneur. Pinault se présente, reprend la société pour 1 franc, restructure, reçoit des aides et la revend plus tard à un groupe finlandais pour 525 millions de francs. Avec ces 2 reventes spectaculaires, François Pinault atteint les sommets. À 50 ans, il est officiellement milliardaire. Bien entendu, cette méthode divise. Certains l'accusent de profiter des aides publiques pour s'enrichir, d'autres saluent un génie du redressement industriel. Lui se défend, il affirme n'avoir revendu que 5 entreprises sur les 60 qu'il a sauvées. Quoi qu'il en soit, il est désormais au cœur du paysage économique français, prêt à amorcer la grande transformation de son empire. En 1988, Pinault SA est devenu un poids lourd de l'économie française. 7 milliards de francs de chiffre d'affaires et 10 000 employés. Pour accélérer encore sa croissance, François décide d'introduire le groupe en bourse, cédant 10% du capital. Résultat immédiat, 2,5 milliards de francs levés pour financer ses ambitions. Et comme toujours avec Pinault, il ne traîne pas. 2 ans plus tard, en 1990, il réalise sa première grande acquisition en dehors du bois. CFAO, un géant de la distribution automobile et pharmaceutique en Afrique, coût 2 milliards de francs, mais un investissement stratégique qui quadruple le chiffre d'affaires du groupe. Derrière cette opération, il y a un double objectif. Sortir de l'image d'artisan industriel et entrer de plein pied dans la distribution, secteur plus rentable et plus scalable. Il enchaîne rapidement avec un coup spectaculaire, le rachat du groupe Printemps, qui inclut notamment La Redoute et Conforama. Avec l'aide du Crédit Lyonnais, il monte une opération financière brillante. Il récupère l'argent investi pour Printemps, puis l'utilise pour acquérir Conforama, tout en tirant 4,4 milliards de francs de bénéfices opérationnels. Un montage légal, mais assez audacieux pour attirer l'attention des autorités. En 1994, une nouvelle opportunité arrive. Le Crédit Lyonnais est contraint par le gouvernement américain de se séparer d'un portefeuille d'actifs toxiques, les fameux junk bonds, au risque, mais rendement potentiellement élevé. La banque pense immédiatement à Pinault. Ce dernier accepte le deal et récupère pour 10 millions de francs des entreprises comme Converse, Samsonite et Veil, une prestigieuse station de ski prisée par les stars américaines. 1 an plus tard, l'opération est totalement rentabilisée. Les profits du groupe doublent. Dans la foulée, Pinault rachète un autre symbole français, la Fnac, alors leader du secteur du livre et des produits culturels. Comme à son habitude, il applique sa méthode éprouvée. Réduction des coûts, rénovation des magasins, amélioration de l'image de marque. À ce stade, en 1994, François est à la tête d'un véritable géant. Le groupe Pinault Printemps Redoute, ou PPR, qui génère 70 milliards de francs de chiffre d'affaires et emploie 70 000 personnes. En moins de 5 ans, il a multiplié la taille de son empire par 10. Mais cette expansion a un prix, l'endettement. Pour stabiliser les finances, il commence à revendre ses activités historiques, notamment le bois. C'est un tournant symbolique. Le roi du bois tourne la page sans regret, preuve de son pragmatisme. Sa gestion humaine est à l'image de ses décisions stratégique, froide, efficace. Les bras droits se succèdent, le PDG de la CFAO est remercié en moins d'1 an, tout comme son fidèle allié du secteur bois, mais tous repartent généreusement indemnisés. Et les résultats sont là. En 1995, PPR enregistre 1,2 milliard de francs de bénéfices, le groupe est désormais solide, diversifié et rentable. Mais malgré son efficacité redoutable, François Pinault n'est pas qu'un homme d'affaires obsédé par les chiffres. En dehors des affaires, François Pinault nourrit 2 grandes passions, la Bretagne et l'art. En 1998, il rachète Christie's, la plus grande maison de vente aux enchères du monde, pour 1,5 milliard de francs. Un pari risqué dans un secteur en difficulté, mais un investissement long terme fait via sa nouvelle holding personnelle, Artemis. Inspiré de la déesse de la chasse, cette structure lui permet d'allier goût personnel et rentabilité. La même année, il achète le Stade Rennais, son club de cœur qui mènera à la victoire en Coupe de France en 2019 contre le PSG. Il s'offre aussi le journal Le Point et le domaine viticole Château-Latour, dont les bouteilles
bouteilles valent aujourd'hui plusieurs milliers d'euros. Mais ces acquisitions restent secondaires, car en 1999, Pinault s'apprête à frapper le plus grand coup de sa carrière, celui qui fera basculer son empire vers le luxe international. Vous l'avez compris, François Pinault est un homme qui va vite et qui cherche toujours à acquérir des entreprises prometteuses, notamment pour en faire des machines à cash. Justement, le 19 mai 1999 est un jour particulier pour lui puisqu'il va mettre la main sur deux géants du luxe. Le premier, c'est Gucci. À l'époque, la marque italienne est en pleine croissance. Elle a connu des décennies de difficultés, mais Tom Ford est arrivé en tant que directeur artistique et a redressé l'entreprise. Et forcément, ça intéresse les investisseurs. Arrive en premier Bernard Arnault, qui prend 34,4% des parts de Gucci en 1999. Il vise un rachat total et négocie avec les dirigeants italiens. Mais dans le même temps, en toute discrétion, François Pinault entre aussi en contact avec eux. Et alors qu'on pense que LVMH est sur le point de conclure, Gucci émet 37 millions de nouvelles actions, soit 42% de son capital. Ces actions sont immédiatement vendues à PPR pour 3 milliards de dollars. Gucci échappe à LVMH. Bernard Arnault dira plus tard que c'était la plus grande humiliation de sa carrière. Depuis, il ne s'adresse plus la parole. Bernard Arnault engage immédiatement une bataille judiciaire, mais Pinault, stoïque, déclare que le marché n'appartient pas à un seul homme. Après 2 ans de procès, un accord est conclu en septembre 2001, tout juste avant les attentats du 11 septembre. LVMH cède ses parts et la victoire est totale pour Pinault. Cette journée marque l'entrée officielle de PPR dans le secteur du luxe, un marché extrêmement rentable et résilient. Pinault étoffe ensuite le groupe Gucci en y intégrant Balenciaga, Bottega Veneta et Alexander McQueen. 3 marques prometteuses mais encore à développer. Au tournant des années 2000, PPR affiche 750 millions d'euros de bénéfices. De petit négociant de bois, Pinault est devenu un milliardaire du luxe. En 2003, à 66 ans, Pinault décide de passer la main. Le 9 mai, il retrouve son fils François-Henri à la sortie du bureau, lui tend les clés et lui annonce simplement « Lundi, ça sera toi aux commandes ». En quelques minutes, il transmet un empire de plusieurs milliards, il démissionne ensuite du conseil d'administration, laissant à son fils une totale liberté, pour se consacrer à ce qu'il aime, l'art, le vin et le foot. Mais François-Henri Pinault, alors âgé de 40 ans, n'arrive pas là par hasard. Diplômé d'HEC, il a gravi tous les échelons depuis 25 ans dans l'entreprise. Son père l'a fait commencer dans la distribution de bois pour qu'il comprenne la réalité du terrain. Il est promu rapidement, responsable de la centrale d'achat dès sa 2e année, puis directeur général de Pinault Distribution, bricolage matériaux. Et enfin, membre du conseil d'administration de PPR. À sa nomination comme président, il reste d'abord sous le contrôle du directoire, prend le temps de s'imposer, gagne en légitimité et montre vite sa rigueur. En 2005, devenu PDG avec les pleins pouvoirs, il lance ses chantiers. Il s'entoure d'anciens camarades d'HEC et restructure à sa manière. En 2 ans, le bénéfice net du groupe passe de 650 millions à presque 1 milliard d'euros. PPR rachète les dernières parts de Gucci qu'il ne détenait pas encore. Le terrain est prêt pour une nouvelle transformation du groupe. François-Henri a un constat simple. Le luxe est un marché à forte marge qui résiste aux crises. Il décide donc de se séparer de toutes les activités grand public. Il revend Le Printemps en 2004, alors en pleine forme, Conforama en 2010 et La Redoute en 2014. Il introduit aussi la Fnac en bourse sans levée de fonds, uniquement pour s'en détacher progressivement. Après la crise des subprimes en 2008, PPR reprend sa stratégie d'acquisition. En 3 ans, le groupe s'offre Brioni, Dodo et Richard Ginori, porcelaine italienne. Le groupe compte désormais 11 marques de luxe. Nous voici en 2013, PPR a tourné la page de son passé. Toutes les anciennes activités ont été cédées. Le groupe, désormais entièrement focalisé sur le très haut de gamme, affiche un chiffre d'affaires plus modeste, mais des marges bien plus élevées. C'est la fin de PPR et l'aube d'un nouveau nom. En 2013, PPR change officiellement de nom. Le groupe s'appelle désormais Kering. Un nom court, international et porteur de sens. Le Car, en hommage à la Bretagne, berceau de la famille Pinault, et Kering, prendre soin en anglais, reflète une volonté affichée d'éthique, de durabilité et d'attention aux marques comme aux employés. Ce changement marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle aventure 100% luxe. Sous la houlette de François-Henri, Kering se concentre sur ses maisons les plus prometteuses, et en particulier Gucci. En 2015, il nomme Alessandro Michele à la direction artistique. Le style excentrique et assumé du créateur bouleverse les codes. Quelques saisons, Gucci devient la marque de luxe préférée des millénials. Entre 2015 et 2019, ses ventes doublent. Gucci représente alors plus de 60% du chiffre d'affaires du groupe. Kering devient l'un des leaders mondiaux du luxe, aux côtés de LVMH et Richemont. Mais après l'explosion, vient le coup d'arrêt. Dès 2022, la hype Gucci s'essouffle. Les ventes ralentissent, les nouveautés peinent à convaincre, et Alessandro Michele quitte la direction artistique fin 2022. François-Henri Pinault mise alors sur un nouveau duo. Sabato des Sarno pour la création, et Jean-François Palus, bras droit de toujours, pour piloter la relance depuis 1000 ans. Mais le défi est immense. En 2024, les ventes chutent de 20%. Gucci n'est plus le moteur qu'il était. Face à cette tempête, Kering tente de se diversifier. Il renforce ses marques secondaires comme Balenciaga, Bottega Veneta ou Saint-Laurent, qui affichent une croissance plus stable. Le groupe mise aussi sur des acquisitions ciblées. Il rachète la maison de parfum de luxe Creed pour 3,5 milliards d'euros, espérant s'implanter davantage dans la beauté. Mais les investisseurs s'inquiètent. L'action a perdu près de 40% depuis ses plus hauts. François-Henri Pinault est toujours aux commandes. À 62 ans, il tient bon malgré les critiques.
déterminé à prouver que Gucci n'a pas dit son dernier mot. Le virage de la sobriété, du long terme et de l'identité forte est lancé. Mais Kering doit réussir ce nouvel exploit, se réinventer une deuxième fois. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu veux plus de sujets comme ça, n'hésite pas à t'abonner. Ça m'encourage vraiment à continuer mon travail. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.